Salut à tous, ici le compteur, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et aujourd'hui on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par Vard. À l'université, un professeur se lançait parfois dans une diatribe sur le fait que certains produits de Taco Bell ne sont même pas techniquement considérés comme de la nourriture selon certaines normes. Même s'il ne le faisait pas souvent, c'était un discours passionné. Le lendemain de l'un de ses discours, un étudiant a apporté un sac de nourriture Taco Bell. Le professeur a objecté, la nourriture n'est pas autorisée dans ma classe. L'élève a brandi le sac pour montrer le logo et il a dit ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la nourriture, et a pris une bouchée d'un taco tout en gardant le contact visuel. Après un moment de surprise, l'enseignant s'est avoué vaincu avec un hochement de tête poli, mais dégoûté. Le lendemain, il attire l'attention des étudiants sur un règlement révisé, et plus particulièrement sur la nouvelle règle suivante. Aucun aliment ou Taco Bell n'est autorisé à aucun moment dans la salle de classe. Étant donné qu'il s'agissait d'un cours d'introduction au droit, le professeur lui a accordé un crédit supplémentaire. Bien joué de la part de l'élève, et surtout respect au prof d'avoir accepté sa défaite de cette façon. L'histoire suivante est postée par Everybody's Therapist. Cela s'est passé il y a quelques années, mais j'y ai pensé récemment. Je travaillais pour une entreprise qui s'occupait de la conception des médias, conception graphique, photographie, audiovisuel en direct, montage vidéo, etc. Cette société organisait de grands événements, et au fil des années, on m'a confié de plus en plus de tâches sans rapport les unes avec les autres, jusqu'à ce que je fasse le travail d'au moins 4 personnes. En outre, l'entreprise ne m'a jamais aidé à payer le matériel, si bien que j'ai dû payer de ma poche tout l'équipement nécessaire. Tous les équipements portaient mon nom, pour éviter qu'ils ne se perdent si je les prêtais. Au fil des ans, j'ai accumulé une quantité impressionnante de matériel grâce à des achats d'occasion et à la recherche de bonnes affaires. Lorsque j'ai atteint ma 5e année, je possédais des milliers de dollars d'équipements haut de gamme utilisés pour presque tous les aspects de la promotion de l'organisation et de la production d'événements. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Un jour, on m'a fait entrer dans le bureau de mon patron et on m'a dit qu'ils allaient réduire les effectifs et qu'ils avaient trouvé quelqu'un fraîchement sorti de l'université, sans expérience réelle donc, qu'il allait prendre mes postes ainsi que quelques autres. J'ai été complètement pris au dépourvu. L'un des employés de l'entreprise m'a ensuite suivi dans mon bureau pour m'aider à faire le ménage dans mes affaires. Il m'a expressément dit « Prenez tout ce qui vous appartient, vous ne reviendrez pas ». C'est donc ce que j'ai fait. Il s'attendait manifestement à la boîte en carton habituelle, remplie de quelques photos et d'une plante. Mais au lieu de cela, ils ont transporté dans ma voiture une caisse après l'autre de nos fournitures pour les médias et l'événementiel. J'avais une Ford Explorer 2004 à l'époque, et quand je suis parti, elle était remplie à ras-bord. À chaque carton transporté jusqu'à ma voiture, mon patron commençait à paniquer. À un moment donné, il a dit « Vous ne pouvez prendre que les choses qui vous appartiennent ». Et malgré ma tristesse et ma colère, j'ai réussi à trouver la force de lui dire gentiment que chaque chose que je prenais m'appartenait et que j'avais gardé tous les reçus s'il voulait des preuves. Le dernier clou dans le cercueil a été lorsque je lui ai dit que j'aurais besoin d'accéder à la cabine audiovisuelle de la reine et à la passerelle. Je me souviens encore de la peur dans ses yeux. Nous y sommes allés et j'ai débranché tous les appareils photos que j'avais prêtés à mon équipe événementielle et qui étaient tous clairement marqués de mon nom. J'avais l'impression d'être le Grinch en me promenant et en prenant tous les objets du bâtiment qui portaient mon nom. En partant, j'ai eu le cœur brisé de voir qu'une entreprise pour laquelle je m'étais donné à 200% avait choisi quelqu'un de plus jeune et de fraîchement sorti de l'université pour me remplacer. Mais je ne mentirais pas, la satisfaction de voir leur visage tandis que je dépouillais l'endroit en valait la peine. En y repensant, c'est le pire emploi et le plus toxique que j'ai jamais eu. L'entreprise n'a duré qu'1 an avant de disparaître complètement. Et j'aime à croire que j'y suis pour quelque chose. Et quand je pense que s'ils m'avaient rémunéré équitablement et acheté les choses nécessaires eux-mêmes, au lieu de m'obliger à les fournir à mon équipe, ils n'auraient pas eu à repartir à zéro. Effectivement, Opi, je pense que c'est toi qui faisais tourner cette boîte. Parce que si tu dis que tu faisais le boulot de pratiquement 4 personnes et que c'est toi qui achetais le matériel de la boîte, c'est pas étonnant que ça coule quand tu pars en fait. Et effectivement, quand vous achetez quelque chose pour votre boulot sur vos sous à vous, pensez à le marquer de votre nom et à garder les reçus. On ne sait jamais. L'histoire suivante est postée par Warm Kitten. C'était l'année dernière. Avec le recul, je me sens un peu mal pour le professeur. Il n'était pas le pire que j'ai jamais eu et il était confronté à une université qui était en pleine tourmente dans les coulisses et qui lançait un nouveau cours qui n'avait jamais été testé.
Cela dit, je paye mon éducation à un prix assez exorbitant et il a été une vraie enflure à ce sujet. Alors bon. Il s'agissait d'un cours d'histoire, et l'un des devoirs consistait en un projet de groupe dans le cadre duquel nous devions présenter un exposé devant la classe. Un cours de 3 heures se déroulait dans un amphithéâtre, dont la dernière heure était réservée à 2 groupes qui devaient faire un exposé d'une demi-heure chacun. Il y avait ensuite une séance de questions-réponses, juste pour nous tenir en haleine, je suppose. Le professeur a insisté sur le fait que nous devions choisir la semaine et le sujet de notre présentation, et c'est tout. C'est le premier arrivé, premier servi, et si vous manquez votre place, vous obtenez un 0. Cela n'a rien changé à l'époque, cela semblait juste. Je n'ai pas aimé son attitude, mais peu importe, n'est-ce pas? J'ai gagné à la loterie avec le groupe qui m'a été attribué. C'étaient des gars formidables, avec lesquels il était agréable de travailler. Nous avons décidé d'une semaine avantageuse pour la présentation, compte tenu de nos emplois du temps, et avons passé la période de préparation à peaufiner cette présentation et à la faire fonctionner. Nous avons utilisé un chronomètre et tout le reste. Nous avons même fait appel à des personnes extérieures pour poser des questions que nous n'aurions pas pu prévoir. Tout allait bien. Sauf que nous faisions notre présentation au cours de la 5e semaine, et qu'une tendance inquiétante était apparue au cours des 2e, 3e et 4e semaines. Malgré tout ce qu'il a dit sur la nécessité de limiter les choses et de faire en sorte que tout le monde travaille dans le respect du calendrier, celui qui passait en second était foutu. Le premier groupe s'éternisait toujours, et le second devait se contenter de 20 minutes au maximum. Le stress se lisait sur leur visage. La 5e semaine, le reste de mon groupe, un peu plus nerveux que moi, s'inquiète à voix haute de savoir si toute notre planification minutieuse ne servira à rien. Je décide d'aller voir le professeur, en pensant que le pire que je puisse obtenir est un non, n'est-ce pas? Je me présente donc juste avant le début du cours et je demande au professeur quelles sont les chances que nous soyons le premier des 2 groupes à passer. Après tout, nous sommes sûrs d'avoir réduit le temps de parole à 30 minutes. Le type se met à me passer un savon devant tout le monde. Il parlait d'une voix normale, mais le podium était juste à côté de la porte et les gens entraient en masse. Il me dit de ne pas poser une question aussi stupide et de retourner à ma place. J'y retourne, la queue entre les jambes, énervé, et je reste assis, avec de la vapeur qui me sort par les oreilles pendant les 2 heures qui suivent. Bien sûr, l'autre groupe passe en premier. Et bien sûr, ils sont longs. Nous lançons des regards inquiets au professeur, qui est trop occupé à observer l'autre groupe pour le remarquer. Au bout de 50 minutes, le premier groupe est sur le point de terminer. Les membres de mon groupe sont silencieusement en train de paniquer. Un cauchemar, n'est-ce pas ? C'est alors que le professeur se lève, applaudit poliment tout le monde et dit « Eh bien, je suppose que nous finissons plus tôt aujourd'hui, hein ?» Comme dans une scène de tribunal, nous nous levons tous les 4 et demandons ce qui se passe. Il ne nous entend pas bien depuis le fond, et nous parlons tous en même temps. Alors il demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Je descends les marches comme King Kong. Sur le même ton, devant la même porte que celle par laquelle les gens sortaient, je dis à ce type que nous nous sommes organisés pour la présentation d'aujourd'hui, que nous avons préparé quelque chose. Quoi ? Il s'avère qu'il a complètement oublié que nous devions faire une présentation aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle il était si furieux de ma suggestion de tout à l'heure. Je lui ai donc dit que nous devions faire un exposé maintenant, devant une salle vide, ou qu'il nous donnerait 100 points. Le pauvre homme a vraiment essayé. Il a insisté sur le fait que nous n'étions pas inscrits sur cette semaine. Nous l'étions. Il a insisté sur le fait qu'il pouvait nous programmer la semaine prochaine. Même en supposant que 2 des 4 membres de notre groupe n'étaient pas en stage pour leur diplôme d'enseignant, nous avons réservé pour cette semaine, comme prévu. Il a insisté sur le fait qu'il avait un endroit où il devait se rendre. Ce n'est pas mon problème, mon pote. Le mec devait juste l'assumer. Après avoir passé un coup de fil pour, vraisemblablement, son prochain rendez-vous, il a dû se tenir là, blanc comme un linge, et assumer. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Nous avons donc fait notre exposé devant un amphithéâtre vide de toute âme, à l'exception du professeur et de 2 étudiants qui, je suppose, voulaient en savoir plus sur le spectacle auquel ils venaient d'assister. Nous avons obtenu une excellente note. Bien joué au Pete, pas tête laisser faire. Je sais que c'est pas toujours simple de tenir tête à un professeur. Et en l'occurrence, même s'il avait dit que vous deviez passer alors qu'il vous reste 10 minutes, il avait dit que vous aviez le droit à une demi-heure, donc vous aurez le droit à une demi-heure. C'est de sa faute s'il n'a pas arrêté l'autre groupe avant, donc tant pis, il prendra sur son temps personnel pour faire en sorte que vous passiez dans les mêmes conditions que tout le monde.
Et encore, le groupe qui a débordé comme ça, même s'il les a pas arrêtés, il devrait avoir une forte pénalité au niveau des points. Parce que si on te dit une demi-heure et t'en fais 50, c'est qu'il y a un problème. L'histoire suivante est postée par Tyler's Burden. C'est arrivé il y a quelques années. J'étais la personne junior dans un bureau composé principalement de personnes plus âgées que moi. En tant que telle, j'étais la personne de type geek et la personne à qui les gens demandaient des conseils sur des sujets techniques. Un jour, j'ai trouvé une bonne affaire sur les ordinateurs portables chez Costco. Ils vendaient de très beaux Sony Vaio à un prix très bas. J'en ai acheté un et j'aurais bien voulu en acheter d'autres pour les revendre, mais je n'avais pas vraiment l'argent nécessaire. Mon irascible chef d'équipe m'a entendu raconter cela à l'heure du déjeuner au bureau, et s'est immédiatement rendu chez Costco pour acheter environ 5 ordinateurs portables qu'il a immédiatement mis en vente sur des sites tels que Craigslist, eBay et Gumtree, un site britannique de vente d'articles d'occasion. Tout en se vantant que les jeunes d'aujourd'hui aimaient gaspiller leur argent, tandis que les générations plus âgées, plus avisées, économisaient leur argent pour réaliser des investissements lucratifs. Il en a vendu un immédiatement, pour presque le double du prix qu'il avait payé chez Costco. Cela l'a encouragé à vendre les autres à 2,5 fois le prix qu'il avait payé chez Costco. Pendant une semaine, il n'a pas eu de nouvelles. Puis, un jour, il a été pris d'une grande excitation. Il s'était arrangé pour les vendre à quelqu'un à Amsterdam pour le prix exorbitant demandé. Il parlait de sa qualité de commerçant à la petite semaine et n'arrêtait pas de parler du profit qu'il réaliserait et ce qu'il allait en faire. Je lui ai dit qu'il n'était pas très prudent d'expédier des marchandises à titre privé à l'étranger, et qu'il serait difficile d'obtenir un recours si les choses tournaient mal, même si la marchandise était expédiée en Europe de l'Ouest. Bien entendu, il s'agissait de ma part d'une jalousie à l'égard d'un si gros bonnet, que je ne connaissais rien et que je devais me taire, car je n'avais aucune idée de ce dont je parlais. J'ai essayé de l'avertir à nouveau, mais on m'a convoqué dans le bureau du clown A, qui m'a dit que je ne devais pas m'immiscer dans les affaires financières des autres, et que je ne devais pas parler de quoi que ce soit qui ne soit pas lié au travail avec ce type, puisqu'il s'était manifestement plaint de moi. J'ai reçu un avertissement verbal, et j'ai été prévenu que si je recommençais, je recevrais un avertissement écrit, malgré mes protestations selon lesquelles je ne faisais que réagir à ce que disait ce type, et que j'essayais de l'aider. Bien sûr, à la dernière minute, l'acheteur a modifié les détails de l'expédition à Lagos, au Nigeria, et l'irascible chef d'équipe a commencé à montrer à tout le monde le mail de confirmation PayPal qu'il avait reçu de l'argent. J'aurais dû lui dire de se connecter à PayPal pour vérifier que l'argent était bien arrivé et qu'il ne s'agissait pas d'un faux mail. Mais j'aurais reçu un avertissement écrit. Je ne l'ai donc pas fait. Il a emballé les ordinateurs portables et les a envoyés par avion à Lagos. Le lendemain, le chef d'équipe n'était plus aussi bavard qu'auparavant. Il a fallu quelques autres personnes pour qu'il raconte comment il avait été complètement arnaqué et n'avait rien reçu via PayPal. Je faisais un effort herculéen pour empêcher le moindre sourire d'apparaître sur mon visage. Mais mes efforts étaient vains. Il m'a hurlé au visage. « Tu savais, bordel! Pourquoi tu me l'as pas dit ?» Mais j'ai continué mon travail sans un mot. Pourtant, cet homme faisait partie d'une génération plus âgée, plus avisée. Comment se fait-il qu'il se soit fait arnaquer ? Et si jamais vous recevez des mails qui disent que vous avez gagné quelque chose, que vous avez une amende à payer ou ce genre de choses, pensez à bien vérifier l'adresse mail. Souvent, c'est une adresse mail bidon et ça se voit. Parfois, elle est très proche de la vraie, mais si vous faites un peu attention, vous constaterez que ce n'est pas la bonne. Faire un minimum attention peut vous épargner un tas d'ennuis. L'histoire suivante est postée par Technos. Il y a 1 million d'années, je travaillais pour une société de leasing. Nous louions tout, de l'équipement de fabrication au jet. Mais notre gagne-pain, c'était les ordinateurs. Un beau jour, un client appelle pour apprendre que son vendeur est en vacances. Il n'aime pas ça, pas du tout. Et après s'être fait dire que non, ils n'obtiendront pas le numéro de son hôtel à Aruba, ils sont passés à Tommy. Tommy était le nouveau, mais dans le bon sens du terme. Un client lui demandait quelque chose et il passait 2 jours à lire des livres blancs, des benchmarks et à appeler des fournisseurs pour trouver la réponse lui-même, alors qu'il y avait un gars qui connaissait parfaitement cette technologie 2 cubes plus loin. Quoi qu'il en soit, le client veut 16 stations de travail dans l'urgence. Peu importe le prix, il en a besoin le plus rapidement possible. Tommy leur dit qu'il les rappellera dans 1 heure, qu'il doit parler au vendeur.
Le fournisseur 1 prendra au moins 3 semaines, car il n'a plus de stock. Le fournisseur 2 prendra 2 semaines et coûtera 20% de plus, car il devra mettre à niveau les systèmes existants. La boîte de fabrication elle-même estime que le délai est de 3 semaines. Tommy, pour la première fois de sa vie, se souvient qu'un ancien cadre de la boîte de production fait partie de notre équipe et l'appelle pour lui demander un contact qui pourrait accélérer les choses. L'ancien cadre répond à Tommy. « Que dirais-tu d'aujourd'hui? Nous en avons 20 dans l'entrepôt. Bien sûr, ils sont censés être envoyés aux clients, mais ce ne sera pas avant 2 mois. Nous pourrons jouer avec les numéros de série sur le contrat de location, une fois que les remplacements auront été effectués. » Tommy le remercie et rappelle le client. « Cela fait presque 2 heures, la prochaine fois ne promettez pas un délai que vous ne pourrez pas respecter !»« Oui, je sais, je suis désolé, j'ai dû travailler dur pour trouver ce dont vous avez besoin, et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. »« Vous avez appelé fournisseur 1 ?»« Oui, ils ne peuvent pas vous les faire parvenir avant 3 semaines. »« Vous avez appelé d'autres fournisseurs ?»« Oui, fournisseur 2. Ils veulent une majoration, mais peuvent les avoir dans 2 semaines. J'ai aussi parlé avec... »« Et le fabricant ?»« Je les ai aussi appelés. Ils veulent aussi 3 semaines, mais nous avons... »« Quelle est la majoration demandée par le fournisseur 2 ?»« 20%, mais cela n'a pas d'importance parce que... »« Allez-y, commandez-les !»« Vous n'avez même pas entendu le... »« Si je n'entends plus jamais un mot sortir de votre bouche, ce ne sera pas trop tôt. Commandez-les, et j'attends les documents pour demain, 8 heures. » Le client a payé $250 000 de plus les intérêts et les frais. Et les employés des services ont reçu $2 millions de plus. Avec les délais de réexpédition de la commande, ils n'ont reçu leur machine que 4 semaines plus tard. La politesse, ça coûte rien et ça peut vous faire économiser beaucoup. Traitez les gens correctement aussi. L'histoire suivante est postée par Pool of Cheddar. Nous avions ce collègue dans notre équipe. La meilleure façon de le décrire est d'utiliser une phrase d'Homer Simpson. Tout le monde dit qu'il doit travailler beaucoup plus dur quand je suis là. Les projets qu'on lui confiait n'étaient généralement pas menés à bien, n'étaient pas entièrement terminés ou n'étaient même pas travaillés du tout. Il violait les protocoles de sécurité, donnait du matériel à d'autres services et disparaissait parfois pendant des heures. Il avait toujours quelqu'un d'autre à blâmer pour ses problèmes. Les entrepreneurs, le personnel des autres départements. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le reste d'entre nous, c'est lorsqu'il a essayé de faire porter le chapeau à sa propre équipe. Nous savions tous qu'il s'en sortait parce que nous réparions ses erreurs pour que tout le reste fonctionne. Il est vrai qu'il est difficile de se faire virer d'un poste au sein de l'État. Mais après nous avoir blâmés et avoir dû en entendre parler, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Les autres membres de l'équipe ont donc cessé de l'aider et de corriger ses erreurs. Avant, il ne commettait pas d'erreurs évidentes. Maintenant, elles étaient évidentes. Les erreurs s'accumulaient, et vite. Nous ne collaborions avec lui qu'au strict minimum. Il n'avait aucune raison de nous blâmer si nos contributions à un projet étaient achevées, alors que les siennes ne l'étaient pas. Puis vint le baiser de la mort. Il prit une semaine de congé. En son absence, tout ce qui s'accumulait a commencé à être achevé par le reste d'entre nous. De nouvelles tâches ont été accomplies en plus, et dans les délais. Même mon patron ne pouvait ignorer le simple fait que l'entreprise fonctionnait mieux sans lui. Après son retour, tout a recommencé à s'accumuler. Il y a quelques semaines, nous sommes arrivés au travail et on nous a annoncé qu'il avait quitté l'organisation. Personne n'a été surpris. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que personne ne s'était coordonné. Aucun d'entre nous n'a élaboré de plan. Nous avons tous décidé individuellement que c'en était assez. Vous vouliez que ce soit évident? Ça l'est. Tu t'en sors en faisant un boulot pourri. Tes collègues sont en train de te couvrir et c'est à eux que t'essaies de faire porter le chapeau? Enfin, jolie façon de se tirer une balle dans le pied quand même. Puis à ce stade-là, c'est pas juste une balle, c'est un obus. C'est tout pour aujourd'hui. Alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager autour de vous. Pensez à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.